Histoire Géo Tableau te parle aujourd'hui de Mumbai, modernité, inégalité. Voilà, alors Mumbai, bon, c'est une ville qui est située en Inde. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est une ville qu'on a appelée Bombay pendant très longtemps, qui porte officiellement donc ce nom de Mumbai depuis une vingtaine d'années maintenant, 1996. Voilà, ça participe de la volonté des Indiens de réindianiser des noms qui à l'origine avaient été donnés par les colons européens. Hein. Bombay, ça a été donné par les Portugais, la Bonne Baie, un bel endroit pour installer un port. Alors Mumbai, depuis, puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant, hein, c'est véritablement le symbole de la démesure urbaine, hein, en Asie en général, en Inde en particulier. C'est la cinquième mégapole mondiale par le nombre d'habitants. On estime qu'aujourd'hui, la région urbaine, hein, de Mumbai, parce que c'est ainsi qu'il faut l'appeler, compte 22 millions d'habitants. Et si Mumbai était un pays, eh bien lui tout seul, il se classerait au 53e rang mondial. Hein, c'est une comparaison intéressante à faire. Si donc cette région urbaine de Mumbai était un pays, dans le classement donc démographique, ce serait au 53e rang. Alors, on associe à Mumbai des tas d'images, hein, les bidonvilles bien souvent, les slums indiens, la congestion, la violence, ou alors l'image aussi de l'Inde qui brille, hein, avec le cinéma. On rappellera tout de suite que on appelle parfois aussi un quartier spécialisé donc dans les productions cinématographiques à Mumbai Bollywood. Tout le monde aura compris la référence bien sûr au Hollywood californien, mais Bollywood c'est l'endroit aujourd'hui où on produit le plus de films par an dans le monde. Hein, on voit aussi les images de l'hôtel Taj Mahal, un grand hôtel, la démesure, le luxe. Alors toutes ces images de Mumbai sont vraies à moitié, vraies et fausses, un peu à l'image de l'Inde. On va essayer de voir tout ça sous notre œil géographique et en clair on va se poser la question dans la problématique de cette étude de cas sur Mumbai qui, je le rappelle, peut constituer en tant que telle une composition. On va demander donc en quoi le cas de cette ville de Mumbai est-il révélateur. C'est vraiment le mot-clé, donc le révélateur à la fois du dynamisme économique de l'Asie du Sud, hein, de ces pays émergents, donc le dynamisme économique, hein, de toute cette Asie du Sud, et puis en même temps des profondes inégalités, voilà, hein, qu'on aura cesse d'oublier, ces inégalités qui affectent cet espace. Hein. Donc en quoi Mumbai est-il révélateur de ces deux aspects? Telle est la question qu'on posera. Et puis pour y répondre, on va faire un plan en trois parties. On va d'abord essayer de comprendre un peu mieux dans la première partie cette croissance exceptionnelle, hein, de Mumbai depuis maintenant un petit peu plus de 20 ans. Et puis dans la seconde partie, on l'étudiera sous l'angle de ces mutations spatiales, hein, plus particulièrement comment tout l'espace de cette grande région urbaine de Mumbai a été modifié, continue à être modifié en lien avec cette croissance. Et puis enfin, but last is not the least, hein, c'est vraiment très important d'évoquer toutes les inégalités que l'on peut constater dans cet espace urbain de Mumbai. Voilà. Bien, et bien on commence tout de suite, hein, avec cette vitrine que représente Mumbai aujourd'hui, hein, qu'on va appeler la vitrine de l'Inde émergente. Voilà, de cette Inde émergente, de l'Inde qui brille, comme on l'appelle parfois en référence à un slogan qui a été très en vogue en Inde dans les années 2000, qui parlait de Shining India. Shining India, au moment où les taux de croissance de l'économie indienne commençaient à s'envoler, et on commençait à parler de ces pays émergents. Et effectivement, Mumbai en est certainement le meilleur reflet. On va voir tout de suite dans un premier point que cette ville de Mumbai, c'est véritablement la plaque tournante de l'économie indienne. Hein, voilà, plaque tournante de l'économie indienne. Je vous montre une carte pour illustrer cet aspect. Sur cette carte, on peut voir les quatre principaux pôles économiques de l'Inde, à savoir donc Delhi dans le nord, qui est par ailleurs la capitale politique du pays, la ville de Kolkata, hein, anciennement Calcutta, à l'est, au fond du golfe du Bengale, la ville de Chennai, au sud, anciennement Madras, qui est aussi un centre important, mais vous le constatez tous sur cette carte, hein, le pôle principal qui ressort, c'est le pôle de Mumbai, donc ça nous permet déjà de localiser Mumbai, hein, qui se situe donc ici, sur la côte qui borde l'océan Indien, la mer d'Oman précisément. Et cette carte représente les sièges sociaux de diverses entreprises en Inde. La couleur bleue étant les sièges sociaux des entreprises de services.
Alors, on voit très bien hein, comment Mumbai est véritablement la métropole économique de l'Inde, la capitale économique de l'Inde, on le dit parfois, c'est elle qui concentre le plus de sièges sociaux, à l'évidence. Énormément, donc on le dit avec ce rond bleu, dans le secteur des services, mais une autre particularité, oui, contrairement par exemple à Kolkata ou à Chennai, c'est qu'il y a une diversité très importante des sièges sociaux dans cette ville de Mumbai, avec à la fois un secteur industriel, ce sont les ronds jaunes, donc qui n'est pas inexistant, et puis des entreprises textiles également assez nombreuses, de transport. Et on voit finalement hein, que Delhi et Mumbai sont les deux villes qui ont la plus forte diversification, mais le volume, le nombre de sièges sociaux à Mumbai est plus important qu'à Delhi. Je répète, bien que Delhi soit la capitale politique du pays. Donc ça montre bien hein, qu'on est au cœur véritablement de cette économie indienne. La principale bourse financière indienne se situe également à Mumbai. Alors Mumbai, c'est une ville qui, dans le courant des années 2000, hein, cette Shining India dont on parlait tout à l'heure, a connu une croissance moyenne de 7% par an, ce qui est très important. Et puis la production a beaucoup évolué hein, dans cette ville. Elle répond aujourd'hui aux standards internationaux. Les services sont très présents. On disait les hautes technologies en particulier alimentent le souffle de ce dynamisme indien. Citons, hein, sans les multiplier, mais une grande firme transnationale indienne, son nom est très simple à retenir en plus, hein, elle s'appelle Tata, du nom d'une très grande famille industrielle, hein, une dynastie industrielle qui voit le jour en Inde au XIXe siècle et qui va précisément s'installer à Mumbai et participer à la vitalité économique de cette ville. Hein. Dès le départ, de toute manière, cette ville, on le disait, elle a été créée par les Portugais, c'était un port de commerce actif, ensuite repris par les Britanniques. Voilà, donc elle a toujours eu une vocation pour le commerce. C'est la porte d'entrée principale aujourd'hui encore des capitaux, des marchandises qui arrivent en Inde. C'est véritablement aussi donc la vitrine de l'Inde dans la mondialisation. Il y a dans cette ville hein, une population qui est relativement bien formée, hein, des ingénieurs en nombre, des opportunités pour les élites intellectuelles et économiques aussi. Donc, on le disait également en introduction, hein, c'est aussi une cité de rêve avec le dynamisme formidable de cette industrie cinématographique. Donc voilà, hein, très grande plaque tournante de l'économie indienne. Vous avez relevé un certain nombre des arguments que je viens d'énumérer qui permettent de le justifier. Et puis au-delà de cette activité, voyons également dans un deuxième point, donc le grand B, l'attrait que représente cette ville. Hein, je disais des opportunités pour les élites intellectuelles et économiques, mais aussi des opportunités pour les populations miséreuses et qui viennent des campagnes qui se trouvent tout autour de Mumbai. Ce qui fait donc de cette ville une région urbaine énorme de, on l'a dit, 22 millions d'habitants, et qui en fera très certainement, on va le noter en titre du grand B, la plus grande mégapole au monde, rien de moins, la plus grande mégapole mondiale en 2030. C'est ainsi en tout cas que les démographes jugent l'évolution démographique de Mumbai et tout de suite un graphique qui va nous permettre de prendre conscience de cette croissance urbaine, de cette croissance démographique. Alors c'est un graphique très simple, hein, vous voyez, qui montre l'évolution sur tout le XXe siècle. Alors les dates sont peu visibles, mais ça commence en 1900 jusqu'en 2011. Croissance démographique, la courbe bleue pour la ville-centre de Mumbai, et à partir des années 1950, on voit que l'agglomération, qui est représentée par la courbe rouge ici, s'accroît considérablement. Voilà, donc ça permet de juger, vous voyez, qu'il y a véritablement une explosion urbaine, hein, le terme n'est pas trop fort, ici à partir de 1950, à la fois dans la ville-centre et dans toute l'agglomération. Donc on peut, enfin un chiffre hein, que vous pouvez noter, c'est-à-dire que la croissance démographique moyenne annuelle, elle a été au début du 21e siècle, entre 2001 et 2011, proche de 4% par an. Ce qui reste énorme pour cette période, sachant que Mumbai était déjà considérablement peuplé avant, hein, que la population double environ tous les 20 ans depuis ces années 1950, et que, donc, hein, on l'a noté dès le titre, à l'horizon 2030, on estime que Mumbai aura 35, peut-être 40 millions d'habitants, et pourrait être ainsi la mégapole, donc une ville de plus de 8 millions d'habitants, au sens de la définition de l'ONU, la plus peuplée au monde. Donc c'est lié à une croissance interne, mais aussi à des migrations
migrations de populations qui viennent de ces campagnes plus ou moins éloignées et qui alimentent cette croissance. Et alors au-delà de la croissance, la particularité de Mumbai aussi sont les densités de population qui sont considérables. À l'échelle de la ville-centre, eh bien, ces densités dépassent 27 000 habitants au kilomètre carré. Voilà. Donc, pour des densités urbaines, c'est déjà très très important. Hein. À titre de comparatif, à Paris, la densité moyenne est de 20 000 habitants, ce qui est déjà beaucoup, mais la superficie de Paris intramuros est 4 fois inférieure à celle de Mumbai. Et puis à l'échelle de quelques quartiers centraux du cœur de Mumbai, on a des densités qui peuvent sur quelques kilomètres carrés dépasser les 100 000 habitants au kilomètre carré. Voilà, pour le cœur vraiment de la ville. Donc toutes ces données chiffrées, on pourrait encore en aligner beaucoup, témoignent en clair de la saturation démesurée de cet espace urbain de Mumbai. Une saturation parce que cet espace urbain, précisément, est confronté à de nombreuses contraintes spatiales, des contraintes particulières. Et c'est ce qu'on va essayer d'analyser dans la deuxième partie, que l'on va intituler « Un ambitieux projet de modernisation » en lien, bien sûr, avec la croissance que connaît cette ville depuis quelques années. Donc, ambitieux projet de modernisation de Mumbai. Voilà. En fait, on va se demander, surtout dans cette partie, comment est structuré cet espace urbain de Mumbai, avec toutes ces contraintes, donc, et puis les dynamiques actuelles qui sont à l'œuvre dans cette ville. Alors, dans le grand A, on va voir que, bon, à l'origine, Mumbai était une presqu'île, hein, et on va voir comment on passe d'une presqu'île à tout simplement une métropole mondiale, puisque aujourd'hui, on peut qualifier cette ville de Mumbai non seulement de mégapole, c'est-à-dire de grande ville par le nombre d'habitants, mais véritablement de métropole. Alors, tout de suite, je vais vous projeter un fond de carte de Mumbai, fond de carte qui, d'ailleurs, je le précise entre parenthèses, qui peut servir pour s'entraîner au croquis, puisque Mumbai fait partie des 7 croquis qui sont obligatoires pour le bac. Alors, voilà donc un fond de carte de ce site compliqué de Mumbai. Oui, je dis compliqué, on va essayer de s'y repérer. Je le disais, Mumbai c'est un port, donc ça a été choisi au départ parce qu'il y avait un site d'abri. Donc tout ceci c'est une baie, une très très large baie qui s'appelle Tana Creek. Voilà, ici donc on a la mer d'Oman. Mer d'Oman, c'est-à-dire l'océan Indien qui borde toute cette façade. Au sud également, on a la mer. Voilà, et la ville centre de Mumbai, aujourd'hui encore, elle est construite à la pointe de cette presqu'île qu'on évoquait tout à l'heure, presqu'île d'ailleurs qui était composée à l'origine de plusieurs îles qui ont été réunies entre elles par de grands travaux de terrassement par les Anglais. Voilà, donc ici c'est le cœur de Mumbai, donc fatalement, vous vous souvenez de la croissance démographique qu'on observait tout à l'heure, cette croissance démographique, elle ne peut avoir lieu vers le sud, bien sûr, c'est pas possible avec la mer, vers l'est non plus, vers l'ouest, vers l'est avec cette baie, c'est pas possible. Donc forcément, cette croissance démographique, elle s'est étalée d'abord vers le nord. On voit ici ce petit pointillé noir qui représente la limite de la municipalité de Mumbai, mais la ville s'est développée bien au-delà, sauf que là aussi, il y a à nouveau une contrainte supplémentaire. Cette contrainte, c'est un parc national, voilà, qui est situé à peu près ici, qui s'appelle le parc national Satyajit Gandhi, et qui forcément, comme tout parc naturel national, est interdit à l'urbanisation, même s'il y a eu quelques petites dérives, et d'ailleurs il arrive encore que des léopards mangent quelques habitants un petit peu trop proches, puisque c'est un grand espace, mais donc la croissance urbaine, elle s'est néanmoins poursuivie, elle a largement débordé ici, et elle est passée également sur l'autre rive de cette baie, on va le voir, pour atteindre même maintenant toute cette façade ici à l'opposé du port traditionnel de Mumbai. Voilà, donc on comprend que le site très particulier de Mumbai lui a interdit de s'étendre comme d'autres grandes mégapoles mondiales. Sans aller très loin, on peut prendre l'exemple de Delhi. On voyait tout à l'heure sur la carte à quel point cette ville était également dynamique et qui étend ses tentacules urbaines dans toutes les directions. Eh bien, ce n'est pas possible à Bombay pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et donc forcément ça engendre des problèmes particuliers dans cette ville qui
qui a des caractéristiques spatiales, hein, on vient le voir, on vient de le voir très, très précises, de la même manière que traditionnellement on oppose à Mumbai le port, le quartier traditionnel ici au sud, hein, qu'on voyait tout à l'heure, d'un quartier un peu plus résidentiel au nord, hein, dans ces parties ici, là, voilà. Et puis qu'on oppose également parfois la partie orientale de Mumbai, le quartier est, hein, dans la partie traditionnelle ici, qui est plus le quartier portuaire, ouvrier, pauvre, avec le côté port ici, mais le côté le côté ouest qui est plus bourgeois, côté mer, hein, le côté port étant le côté est, hein, je viens de le dire. Voilà, mais ça ce sont des oppositions, disons, plus traditionnelles qui sont un petit peu bouleversées actuellement par l'impératif actuel qui est donc d'aménager la métropole et de la moderniser pour en faire une grande métropole mondialisée, hein, où vont continuer à se concentrer beaucoup d'activités en attirant des investisseurs étrangers, des ingénieurs, des expatriés occidentaux, voilà, et donc il faut remodeler l'espace pour le mettre à la mesure de cet impératif économique, ce qui fait par exemple que de nouveaux centres d'affaires apparaissent en périphérie. Bon, alors on ne va pas non plus les multiplier, mais il y en a un très important qu'on peut localiser d'ailleurs sur le croquis. Vous voyez ce centre d'affaires qui se situe ici, là, ce petit rectangle mauve que je suis en train de dessiner, et qui s'appelle le centre de Bandra Kurla. Bandra, voilà. Plus loin, Kurla, pardon, Bandra Kurla. Donc grand centre d'affaires, je vous en montre une image pour illustrer. Voilà une image donc de Bandra Kurla, donc, hein, qui est situé à proximité de l'aéroport, hein, l'aéroport se trouvant ici, donc l'aéroport international de Mumbai, cette petite croix noire. Donc vous voyez ce paysage avec de grands immeubles de verre et d'acier qui répondent aux standards internationaux. Vous savez, on parle de manhattanisation parfois, et d'ici quelques années devrait devenir un très important centre technologique, hein, de la capitale économique de l'Inde. Il y a un vaste programme d'aménagement d'espaces marécageux et de friches qui vient de voir le jour, et puis des bâtiments futuristes comme celui-ci qui participent à la transformation du paysage urbain de Mumbai. Et puis on parle donc d'extension avec ce centre, et puis citons également de l'autre côté de la baie, on le disait tout à l'heure, hein, dans ce quartier-ci, voilà, ce quartier qu'on appelle Navi Mumbai, qui est donc ce qui veut dire le nouveau Mumbai. Donc de l'autre côté de la baie, il y a des zones industrielles, ici, là, qui étaient anciennement des zones portuaires, qui se reconvertissent actuellement, qui deviennent des résidences aisées, des centres commerciaux. Voilà, hein, donc quelques quartiers qui changent considérablement en lien avec cette rénovation et cette ambition de métropole mondiale, mais on va voir maintenant dans un grand B que ces ambitions se heurtent à de nombreux défis, hein. On va parler des défis de la congestion urbaine à propos de Mumbai, voilà, de la congestion, et en particulier de la congestion liée au trafic automobile, hein. Vous voyez l'image qui est au-dessus, on aperçoit au premier plan quelques triporteurs, hein, qu'on appelle des rickshaws en Inde, qui sont des taxis, et bon, la circulation semble fluide, mais c'est très particulier à ce quartier, à cette photo en tout cas, puisque la question de la fluidité, de la mobilité dans la métropole reste un problème majeur, hein. Il y a vraiment une congestion légendaire à Mumbai qui est célèbre pour ses embouteillages, qui forcément augmente au fur et à mesure de l'extension de la ville loin du centre, puisque de nombreuses personnes continuent à se rendre quotidiennement dans la partie centrale, là, au sud de Mumbai, et habitent de plus en plus loin. Et là, quand on cherche des solutions pour essayer de réaménager cela, parmi ces solutions, voici une image qui en illustre une ambitieuse. Il s'agit d'un immense pont qui porte le nom, aujourd'hui on l'appelle le Rajiv Gandhi, du nom de l'ancien Premier ministre de l'Inde assassiné, Rajiv Gandhi, donc Sea Link, voilà, le lien par la mer, qui est un pont qui a été inauguré en 2010, qui mesure 6 km de long, et qui permet d'éviter un petit peu cette congestion. Je reviens sur la carte tout à l'heure. Vous voyez, le Rajiv Gandhi en bleu part de la partie centrale de Bombay et contourne par l'océan, voilà, ici, pour arriver jusqu'à ce quartier de Bandra Kurla, contourne toute cette zone qui fait partie de ces zones d'embouteillage légendaires, hein. Lorsqu'on est dans cette partie centrale ici de Mumbai pour se rendre donc à Bandra Kurla,
par cet itinéraire, je vais le faire en noir, ce sera peut-être plus visible, par cet itinéraire, il faut compter selon les heures entre 60 et 90 minutes, et emprunter ce pont au-dessus de la mer aujourd'hui permet de limiter le trajet de 20 à 30 minutes. Donc c'est un progrès, certes, bien qu'en plus ce pont soit à péage, hein, il faut le préciser, c'est ce qui explique qu'il soit un petit peu moins congestionné, mais ce pont il est un petit peu aussi à l'image de la façon dont on aménage Mumbai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à défaut de résoudre les problèmes de congestion ici, eh ben on les contourne, ou on les enjambe dans d'autres cas, puisque dans de multiples autres endroits de Mumbai, comme dans des grandes villes indiennes, on construit des autoponts, des ponts qui permettent de fluidifier la circulation en passant par-dessus en quelque sorte, et puis parfois on empile un autopont, et puis un pont pour le métro aérien. Voilà, donc c'est une manière de limiter cette congestion en contournant les problèmes. Voilà. Et il y a aussi la construction d'un métro actuellement à Mumbai pour essayer de désengorger la ville. Néanmoins, les multiples trains de banlieue restent saturés au quotidien et les embouteillages encore très fréquents à Mumbai. On va considérer, ça ce sera une idée importante à souligner, que toutes ces opérations d'aménagement sont ponctuelles. Elles profitent à certains quartiers qui s'imposent comme des centres secondaires, l'exemple de Bandra Kurla, mais que pour autant ces aménagements sont loin de concerner toute la ville et qu'il y a des habitats dégradés, c'est ces fameux bidonvilles donc qu'on appelle les slums, qui se retrouvent en position centrale, pris par cette ville qui augmente, et qui sont bien souvent un capital convoité. On peut citer parmi eux, je reviens à nouveau sur mon schéma, on parlait tout à l'heure dans ce quartier là de Bandra Kurla et de l'aéroport, entre les deux, coincé, il y a un très grand bidonville qui est le plus grand bidonville d'Asie, qui s'appelle le bidonville de Dharavi. Vous pouvez retenir son nom. Voilà, qui est donc un bidonville qui compte 1 million d'habitants, des plus grands bidonvilles d'Asie, et qui est dans un endroit très convoité. Bien sûr, c'est l'occasion de parler de ces slums, de ces bidonvilles que l'on trouve partout dans l'espace et qui participent de cette congestion urbaine qu'on évoquait. Quelques images pour préciser la place de ces slums. Une vue aérienne d'un slum, un gros village au milieu de la ville en quelque sorte, un habitat horizontal, précaire. On peut le voir, et puis cette image est intéressante parce que vous voyez cette butte au centre qu'on appelle un Ilselberg qui est colonisé par de l'habitat précaire. C'est dire à quel point l'espace est précieux, et la moindre petite parcelle, même pas tout à fait horizontale, est utilisée pour construire cet habitat précaire. Mais on peut aussi observer sur cette image, vous voyez ici en particulier, une artère principale, centrale, qui montre que les slums, ce ne sont pas juste des habitats précaires où l'on se contente de vivre, que ce sont de véritables villes dans la ville. Je parlais de villages dans la ville, même avec des commerces, avec des ateliers, des micro-industries, et que toute une vie se développe dans des slums comme celui-ci, qui sont installés de longue date, même s'il y a souvent une volonté d'éradication pour que ces bidonvilles soient remplacés par des programmes immobiliers qui sont destinés aux classes moyennes, supérieures et aisées. Vous voyez, à l'exemple de cette image, où en arrière-plan, ici, on voit ces grandes résidences verticales de 30 à 40 étages. Celle-ci là est encore en construction, elle n'est pas encore peinte. Et donc, au premier plan, à nouveau, un habitat précaire, alors qu'il est beaucoup plus précaire, certainement beaucoup plus provisoire que celui qu'on voyait sur l'image précédente. L'habitat n'est pas structuré. On peut peut-être imaginer que logent ici, le temps des travaux de ces résidences, les ouvriers qui y œuvrent, et qu'ensuite ce terrain sera repris par un promoteur immobilier pour construire de nouvelles résidences. Par ailleurs, une autre victime de cette congestion urbaine, c'est l'environnement. Les mangroves, ces espaces naturels en bord de mer, sont urbanisés aujourd'hui, parfois illégalement. Même le parc national est mité par des appartements de luxe, parfois, et même quelques bidonvilles de manière illégale, on disait. En conclusion, sur la réorganisation de l'espace dans cette ville, on peut dire qu'il y a effectivement un projet ambitieux de modernisation urbaine, que la ville se verticalise. On disait tout à l'heure, on parlait de manhattanisation, donc que la ville se verticalise, c'est un mot qu'il faudrait utiliser, et qu'elle se modernise, mais que néanmoins, bien souligné, on le disait déjà, que les opérations d'aménagement sont très ciblées dans un petit nombre de quartiers privilégiés, mais que tout cela reste inabordable pour beaucoup, et ça nous permet d'aborder donc la troisième partie
de, de ce sujet, hein, où on va insister sur les inégalités criantes. Hein, une ville marquée donc par des inégalités criantes, et le mot n'est pas trop fort, à Mumbai. Alors, le titre du grand A explicite la moitié de la ville, la moitié des habitants de la ville, réellement, vit dans de l'habitat précaire. Donc la moitié de la ville en habitat précaire. Bon, on l'évoquait, cet habitat précaire à l'instant, à travers l'évocation des slums. Donc des bidonvilles à l'état dégradé, des bidonvilles où on dénombre souvent un WC pour 300, 500 et même parfois 1000 habitants, qu'on s'entasse à 5, 10 dans des toutes petites pièces, des huttes. Bon, c'est une réalité, c'est vrai, mais il y a même pire que ça, puisque les populations les plus pauvres n'ont souvent même pas accès à cet habitat. Les slums sont occupés par des petits fonctionnaires, des classes moyennes, des gens qui bien souvent ont un travail, mais qui doivent se loger ici, et tandis que beaucoup d'individus sans domicile vivent directement dans la rue. Comme cette image, hein, qui témoigne véritablement, vous savez, de ce qu'on appelle la fragmentation socio-spatiale. Hein, donc fragmentation, ça a déjà été évoqué dans d'autres cours. Donc fragmentation socio-spatiale, dans cette capitale économique de l'Inde, hein, donc des conditions d'insalubrité extrême pour des centaines de milliers de pauvres, hein, qui vivent dans la rue. On voit sur ce document une famille entière, hein, qui tous les soirs déploie ses matelas et qui dort à même le sol. Et puis l'ironie de cette image, hein, de cette Mumbai Hollywood en graffiti derrière, qui rappelle tout le côté brillant de la ville. On peut même deviner sur le panneau central ici, je ne sais pas si vous le voyez, une affiche, enfin un panneau de la municipalité de Bombay, Clean Up, qui incite à maintenir les trottoirs propres. Donc c'est toute l'ironie grinçante de cette scène, enfin qui rappelle donc la dure réalité d'une grande partie des habitants de cette ville, condamnés à vivre à même le trottoir, tandis que à l'opposé, hein, on a, et puis on peut ici l'indiquer en grand B, quelques élites mondialisées. Hein, quelques élites mondialisées, et puis ces classes moyennes supérieures, hein, qu'on évoquait aussi, qui vivent donc dans ces appartements, résidences de luxe, qui fréquentent ces centres commerciaux, ces malls qui fleurissent dans tous les quartiers de Bombay, jusqu'à la démesure. Comme cette maison, voilà, une maison réputée pour être la plus chère du monde, qu'on appelle Antilia House. Vous pouvez prendre aussi à titre d'exemple. La maison en question, c'est tout cet immeuble, vous voyez, qui domine ce quartier central, là, au sud de Mumbai. Une maison qui appartient au propriétaire d'une grande société de télécommunications indienne qui s'appelle Reliance Industries. Une maison de 27 étages, voilà, pour une seule famille de 6 personnes, 600 employés de maison, néanmoins, ça explique peut-être la taille, 9 ascenseurs, un parking pour 168 voitures, enfin, vous voyez, quelques détails pour juger, oui, effectivement, de la démesure, hein, de Mumbai. Et c'est ce sur quoi il faudrait donc insister en conclusion de cette leçon, bien sûr, les inégalités que l'on observe, hein, par ailleurs un peu partout dans le monde, à toutes les échelles, hein, ça a été dit sur les villes mondiales, même comme New York, Londres ou Paris, eh bien elles sont complètement exacerbées dans cette ville de Mumbai, qui est l'image de ce qui se passe aujourd'hui en Asie, hein, à une échelle peut-être encore plus large en raison des contraintes de son espace, hein, mais on retrouve ça dans beaucoup de métropoles asiatiques, puisqu'on peut parler véritablement d'une mégapolisation du continent, hein, ça pourrait être rappelé pour faire le lien, donc mégapolisation, c'est-à-dire de plus en plus de très grandes villes qui fleurissent en Asie du Sud et de l'Est, et qui s'accompagnent systématiquement de contrastes socio-spatiaux qui sont saisissants, hein, et qu'il faut bien sûr rappeler en conclusion, qui sont la preuve d'une redistribution pour le moins discutable des fruits de la croissance de cette région, et que les conséquences de ces contrastes, eh bien, sont majeures en matière d'intégration et d'intégration des sociétés et des territoires.